Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette MOOC numéro 2 du CIFEPK du mois de juin. Alors, je m'appelle Thomas Davergne, je suis kinésithérapeute. J'ai également 2 masters en sciences et j'ai une activité à l'IFMK de l'EFOM comme coordinateur pédagogique. Alors, pour cette édition du mois de juin, nous allons vous parler du cadre légal pour les mémoires d'initiation à la recherche. Donc, pendant 10 minutes, je vais vous parler du plan suivant. On va voir pour commencer les mémoires de fin d'études d'initiation à la recherche, ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut faire d'après le bulletin officiel. Ensuite, nous verrons les textes de loi qui régissent la recherche appliquée à la personne humaine et qui vont nous servir pour savoir quelle réglementation mettre en place pour les mémoires. En troisième, nous verrons les différentes catégories de recherche qui existent et leurs réglementations correspondantes. Et enfin, on verra brièvement les démarches à réaliser lorsqu'il y a une réglementation, à savoir au moins le protocole de recherche et l'information à donner aux participants. Alors, pour les mémoires nouvelles réformes, on parle de mémoire d'initiation à la recherche. Et lorsqu'on se réfère à l'UE 28 du mémoire, on remarque au moins 3 catégories de mémoire. Donc il y a les mémoires de recherche clinique ou thématique de laboratoire. Ce sont les mémoires où il est possible d'étudier l'efficacité d'une technique de kiné ou de regarder la validité d'un test diagnostique, par exemple. Donc là, vous allez directement faire une recherche qui implique la personne humaine. Une deuxième catégorie, vous allez avoir l'analyse critique qui s'appuie sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé. En gros, c'est les mémoires de fin d'études anciennes réformes avec une analyse derrière un peu plus poussée sur un champ théorique donné. Donc là, c'est pareil, c'est un mémoire qui va concerner la personne humaine. Et enfin, vous avez une troisième catégorie, ça va être l'analyse des pratiques professionnelles, où vous allez avoir un mémoire qui peut être consacré par exemple à l'histoire d'une pratique professionnelle, à l'évolution d'un courant d'idées, d'une technique diagnostique ou thérapeutique. Vous pouvez avoir aussi un mémoire en lien avec l'éducation à la santé et la santé publique. Puis vous pouvez avoir aussi un mémoire en lien avec la relation soignant-soigné, soignant-aidant. Donc là, pour cette troisième catégorie, on est sur des mémoires qui vont porter plutôt sur des personnes, mais on ne parlera pas de recherche clinique, mais plutôt de recherche de sciences sociales, où on va faire des interrogatoires, où on va faire des questionnaires, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait la même catégorie. Alors, les textes en vigueur qui réglementent aujourd'hui la recherche impliquant la personne humaine, donc c'est la loi Jardé du 5 mars 2012, cette loi est déclinée en ordonnances, décrets, arrêtés différents qui vont adapter la loi en fonction de différentes situations. Donc si vous voulez vous renseigner sur la réglementation, c'est ces textes de loi qu'il faut consulter. Et qu'est-ce que nous disent ces lois? Ces lois nous disent qu'il y a au moins 3 grandes catégories de recherche impliquant la personne humaine. En premier, vous avez la recherche interventionnelle sur les personnes et cette recherche est non dénuée de risque pour celles-ci. En gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont les recherches qui vont amener un traitement qui ne fait pas du tout partie du soin courant de la routine thérapeutique. Donc on va proposer un soin qui est hors du commun, et donc pour ça, forcément, il y a une autorisation, c'est la catégorie où il va y avoir le plus d'autorisation à fournir. Donc ça nécessite une autorisation de l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, et il faut obtenir un avis favorable du CPP, qui est le comité de protection des personnes. En deuxième catégorie, vous avez la recherche interventionnelle à risque et contraintes minimes. Ça va être les recherches qui comportent l'ajout par rapport à une pratique courante d'une ou plusieurs interventions. Par exemple, vous testez une intervention qui est faite couramment en kinésithérapie, vous faites varier une composante pour voir si cette composante-là, qui est faite habituellement, est efficace ou non. Donc c'est une recherche interventionnelle, mais avec des contraintes minimes. C'est ce qu'on appelait avant la recherche visant à évaluer les soins courants. Cette recherche nécessite aussi un avis favorable du CPP, mais par contre, on n'a plus besoin de l'autorisation de l'ANSM.
La troisième catégorie, c'est la recherche observationnelle, donc recherche non interventionnelle. Ça va être une recherche dans laquelle tous les actes sont pratiqués de manière habituelle, donc il n'y a pas d'intervention proprement parlée. C'est exactement ce qui se passe d'habitude. Euh, mais il faut savoir que même quand vous ne touchez à rien, quand vous faites uniquement observer ce qui se passe chez les patients, il faut un avis favorable du CPP au préalable. Voilà, donc même dans les recherches observationnelles, vous avez besoin d'un avis du CPP. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la quatrième catégorie, c'est toutes les recherches qui, finalement, ne font pas partie de la recherche impliquant la personne humaine. Et ça nous intéresse parce que lorsqu'on fait ce type de recherche, nous n'avons pas besoin d'autorisation au préalable. Alors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être ces textes? On va retrouver les enquêtes de satisfaction auprès des professionnels ou des patients. Par exemple, vous voulez savoir le ressenti des patients lorsqu'ils suivent un protocole de contrainte induite. On peut avoir également les expérimentations en sciences humaines ou sociales dans le domaine de la santé. Quels sont les facteurs qui diminuent l'adhérence des patients? On peut avoir des recherches ne portant pas sur des personnes, mais sur des données rétrospectives. Par exemple, c'est effectuer une revue systématique à partir de la littérature. À ce moment-là, vous récupérez des données qui ont déjà été publiées, qui ont déjà été produites, et là, vous n'avez pas besoin d'accord préalable du CPP. Alors, dans certaines conditions, il y a quand même un avis de la CNIL, qui est le Comité national pour la protection des informations liées aux patients. Enfin, si vous vous intéressez aux modalités d'exercice, c'est pareil, ce n'est pas à proprement parler de la recherche sur la personne humaine. C'est par exemple lorsque vous évaluez des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé. Euh, Par exemple, comment fonctionnent les relations interprofessionnelles dans un service de soins intensifs? Voilà, vous allez faire des questionnaires, vous allez faire des entretiens, mais ça ne rentre pas dans la recherche interventionnelle sur la personne humaine, à proprement parler. Donc, ça, ces catégories-là, c'est le décret du 9 mai 2017 qui nous le dit. Donc, ces quatre catégories, elles peuvent être résumées sur la figure suivante disponible sur le site de l'INSERM. On retrouve la catégorie numéro 1, recherche interventionnelle avec comportant des risques, qui nécessite une autorisation de la NSM plus un avis favorable du CPP. La catégorie numéro 2, qui est la recherche interventionnelle, mais à risque minime, donc c'est la recherche en soins courants, avec toujours l'avis favorable du CPP, mais plus d'autorisation spécifique de la NSM. Et vous voyez que pour ces deux catégories, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une assurance. Et ouais. Donc on ne peut pas débarquer et la faire comme ça. Ça c'est vraiment le message qu'il faut retenir. Et la troisième catégorie, c'est la recherche non observationnelle, donc la recherche observationnelle, mais qui nécessite quand même un avis favorable du CPP. Alors, si vous voulez vous lancer dans une recherche nécessitant une réglementation, nécessitant des accords préalables, qu'est-ce qu'il faut au minimum? Donc vous devez définir le promoteur de l'étude, c'est-à-dire la personne qui qui est responsable du projet légalement, et vous devez obtenir un numéro de recherche. Et pour ça, il faut démarcher le comité de protection des personnes en leur fournissant un protocole de recherche. Le comité de protection des personnes va être sensible à différents points, notamment tout ce qui concerne la sécurité des participants. Vous devez garantir le maximum de sécurité pour eux. Ensuite, de quelle manière vous allez obtenir le consentement éclairé des patients? Bien sûr, il faut qu'ils soient consentants et il faut qu'ils soient informés. On va voir ça juste après. La pertinence de la recherche, dès que vous proposez une intervention, dès que vous souhaitez faire une intervention sur des personnes, il faut qu'elle soit pertinente, il faut que la balance des bénéfices-risques soit justifiée. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une recherche si vous n'avez pas testé avant la pertinence, c'est absolument pas éthique. Et enfin, la recherche que vous proposez doit être justifiée sur des connaissances scientifiques, donc sur la littérature, et aussi sur une expérimentation préclinique suffisante. Vous devez avoir des arguments pour dire que ce que vous voulez faire est justifié. Le point suivant concerne l'information des personnes qui participent à la recherche, et vous devez les informer sur les points suivants, donc sur les objectifs, la méthodologie et la durée de la recherche que vous allez mettre en place. Deuxièmement, quels sont les bénéfices attendus, quelles sont les contraintes, et est-ce qu'il y a des risques prévisibles? Donc les patients doivent savoir tout ça. Vous leur proposez un soin, mais ils doivent être au courant des alternatives
médicale, bien sûr. Le point d'après, c'est bien, il faut leur exposer que vous avez eu avant l'avis favorable du CPP et ou l'autorisation de la NSM. Enfin, le patient doit être au courant de son droit de refuser de participer à la recherche ou de se retirer ou de retirer son consentement à tout moment et sans encourir à aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. Toutes ces informations, une fois que vous les avez dites, une fois que vous les avez données par écrit, vous devez récupérer le consentement du patient par écrit. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans les démarches, au moins le protocole, l'information des patients, récupérer le numéro de la recherche, définir un promoteur, c'est les démarches minimales que je vous cite. Il y en a aussi d'autres que je vous laisserai aller regarder. Donc dans cette présentation, on a vu qu'il y avait différentes catégories de recherche possibles et qu'elles étaient soumises à des réglementations. Par contre, ce que ce travail ne répond pas, c'est dans les mémoires qui reprennent des cas cliniques, comme on faisait précédemment dans l'ancienne réforme, dans quelle catégorie ça rentre, à quelle catégorie ça correspond, et du coup, quelle réglementation nous serions censés mettre en place. Si on reprend le tableau de l'INSERM, à mon sens, ça fait partie de la catégorie numéro 2, c'est-à-dire la recherche interventionnelle à risque et contrainte minime, c'est la recherche sur des soins courants. Quand vous faites un cas clinique, c'est un soin courant que vous faites et que vous observez. Donc ça nécessiterait théoriquement un avis favorable du CPP, une assurance. Est-ce qu'il y a tout ça en général? Ça. La deuxième question que je me pose, c'est lorsque vous travaillez sur des données rétrospectives, dans certaines situations, il y a besoin d'avoir une autorisation de la CNIL. Je n'ai pas récupéré précisément ces cas particuliers. Donc à voir aussi, données rétrospectives, normalement pas d'avis, mais attention, peut-être avis de la CNIL. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez répondre à ces différentes questions. Donc, on a vu qu'il y avait 4 catégories de recherche. Donc, donner les catégories de recherche et donner pour chacune d'elles un exemple. Vous pouvez aussi réfléchir, répondre aux démarches nécessaires pour chaque catégorie. Et enfin, quelles informations vous devez donner aux patients dès que vous faites une recherche sur eux. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, pour cette présentation, je me suis inspiré des deux sources suivantes. Le site du ministère de la Santé, donc solidaritésanté.gouv, et sur les textes de loi qui sont disponibles sur legifrance.gouv.fr. Voilà, merci d'avoir écouté cette présentation. Vous pouvez retrouver les différentes vidéos sur le site du cifepk.org et nous suivre bien sûr sur Twitter et sur Facebook. Le mois prochain et dans les mois à venir, il y aura aussi des vidéos, une par mois. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et je vous dis à bientôt.